Un détail, un élément de composition, je l'avais oublié, et je me le rappelle ici, au musée d'Anvers, devant ce tableau de Rubens, qui s'intitule avec un double sens limpide « Vénus frigida », c'est-à-dire Vénus frigide, Vénus qui a froid. Début XVIIe siècle. Décrivons d'abord une femme accroupie et se désespérant d'un profond ennui. Un petit enfant cherchant à se protéger du froid ou du vent ou de l'intempérie, mais très mal équipé, le moins qu'on puisse dire. Le lieu est vaste et solitaire, très riche en vers de toutes sortes. Vers nénuphar, malachite, pistache, vers véronèse, vers bouteille. Paysage d'où surgit une créature mythologique sur pattes de bouc, peut-être Pan lui-même, à tout le moins un de ses satyres compagnons de Bacchus, et porteur d'une corne d'abondance. Une remarque, contrairement au petit Cupidon, Vénus a l'air de très bien savoir qu'aucune couverture ne remédie au type de froid dont elle souffre. D'ailleurs, son manteau rouge gît là, sous elle, inutile. Rouge en plus, comme une tache de sang. Derrière elle, la souche d'un tronc cassé et desséché, qui n'est pas là par hasard, pourrait aussi symboliser quelque chose, un manque dont ne serait pas affligé le satyre qui arrive, avec sa corne abondante. Tout cela est thématiquement riche et bien ficelé, de la psychologie physique. Chez Rubens, on ne sépare jamais l'âme et le corps. C'est même pour cela qu'il a tant créé. Mais ce qui m'intéresse, c'est un détail. Le cartel à côté du tableau, sur le mur du musée, nous explique que Rubens joue ici avec un proverbe antique affirmant que Vénus, sans Cérès ou Bacchus, a froid. Cérès, déesse des moissons, de l'abondance, Bacchus, dieu de l'ivresse, bien sûr, mais aussi de la régénération. C'est Bacchus ici, par l'intermédiaire de ce satyre, qui vient au secours de Vénus. Une version XXIe siècle de ce titre serait nécessairement « No wine, no party ». Mais ce qui m'intéresse, dis-je, c'est un détail, et c'est celui-ci, que Vénus n'ait pas remarqué le satyre. Elle ne s'est pas encore avisée de l'arrivée surprise, en fait, de la créature bachique. Bonne nouvelle pourtant, son froid touche à sa fin, Dionysos est là, nous le voyons, elle pas encore. Le peintre a justement choisi cet instant-là pour son tableau, voilà le point. Il a représenté une surprise. Cet instant précis du temps où l'événement important est déjà là, mais pas encore remarqué. Attention, parce que ceci est très profond. La réponse est déjà là, mais la question ne le sait pas encore. L'angoisse espère, ou désespère, alors que le soulagement, la libération sont là, et vont lui apparaître juste après. Il suffira qu'elle tourne la tête, ou même pas, il suffira d'un rien de temps, et de son doigt le dieu touchera l'épaule de Vénus, et nous verrons son visage soucieux se transformer, son regard s'éclairer, elle se redressera, elle poussera un cri de surprise. Et il n'est pas impossible, en observant avec ses idées à l'esprit l'expression de l'Angelo, c'est-à-dire Cupidon, Eros, de trouver qu'on l'a peint justement dans l'attitude de celui qui vient d'entendre un bruit et qui, avant de se retourner, est tout tendu dans l'ouïe. Expectation maximale. Le choix de ce moment par le peintre, c'est du baroque pur jus, l'essence du baroque, la surprise, ou, ailleurs, la fatalité, l'inéluctable, le déjà en route, déjà en marche, bien qu'inaperçu. Le sujet essentiel ici, en fin de compte, c'est le temps. Ces tableaux sont des chronographies. La première fois que je m'étais arrêté à ce détail chronographique, à ce choix du moment crucial par un peintre, c'était à Madrid, au musée du Prado, devant un tableau de Véronèse. Véronèse, bien sûr, on est avant Rubens, une ou deux générations avant. Quand Véronèse meurt en 1588 à l'âge de 60 ans, le petit Pierre-Paul n'en a que 11. Un tout autre monde. Véronèse n'est pas baroque, c'est entendu, mais pas de baroque possible sans Véronèse, c'est entendu aussi. Bref. Nous voilà à Madrid, le Prado, la grande galerie du premier étage, et cette fête de couleurs énorme, 4,30 m de large sur 2,30 m de haut. Titre Jésus parmi les docteurs. Ce n'est pas un tableau mythologique comme celui de Rubens, c'est un tableau à sujet religieux, mais ce qui importe ici est qu'il soit narratif.
il transcrit en une image fixe un épisode de récit. Récit à l'époque par tous connu et maintenant encore largement. Jésus, enfant, a participé avec ses parents au grand pèlerinage à Jérusalem, au temple. Après quelques jours, au moment fixé d'avance, les parents sont repartis avec tout le groupe des pèlerins. Au bout de quelques heures, ils s'aperçoivent que Jésus est manquant. Il n'est ni là avec le groupe des enfants, ni là avec le groupe des jeunes, ni avec les vieux. Il est resté à Jérusalem. Ni une ni deux, les parents lâchent le groupe et font demi-tour. On imagine bien leur angoisse. Les Américains d'ailleurs en ont fait un film, Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Or, où vont-ils retrouver leur enfant? Leur Macaulay Culkin? En train de donner une bonne leçon à d'horribles adultes. Oui, comme dans le film. Chacun sait qu'Hollywood n'a jamais fait que des scénarios bibliques. Et si le substrat christique de Home Alone n'était pas assez clair, rappelons que c'est un film de Noël. Bref. Ils retrouvent leur enfant dans le temple, en train d'épater les docteurs ou de les écraser même par sa sagesse. Pour mettre en image ce récit, quel moment Véronèse choisit-il? Bien sûr, il représente le Christ enfant, ou du moins très jeune, la vérité sortant de sa bouche, environné des savants théologiens de l'époque qui, en entendant ses raisons, expriment des attitudes d'étonnement et d'attention remarquablement rendues par le pinceau. Sous cet aspect, Véronèse est comparable ici au Léonard de la dernière scène, attaché à représenter sur le visage de chaque disciple une impression psychologique unique et différente. Quelle géniale psychologie en effet pour traduire par le dessin les mouvements de l'esprit. Celui-ci, le bleu nuit, s'étonne et songe qu'il n'avait jamais pensé à ça. Celui-ci, le jaune or, jouit d'un vertige et sait qu'il assiste à une chose exceptionnelle. Celui-là, au visage rose et mou, est dépassé depuis longtemps, mais continue d'écouter. Celui-là, au front ceint d'un talit, vérifie les dires, un peu superficiellement, sur un papier qu'on ne voit pas. Celui-ci, rose et froid, est glacé et glaçant. Celui-ci retourne au texte et y voit ce qu'il n'y avait jamais vu. Cet autre, roux, a du mal à penser seul et cherche un appui, quelqu'un qui lui dirait si c'est faux ou vrai. À l'autre bout, cet orange, un tantinet ventripotent, vient de formuler à haute voix sa raison contraire et offusquée, mais le petit bonhomme tout clair au centre lui a donné sa réponse avec une candeur vraiment délicieuse et divine. Désarmant d'avance, le très bel homme barbu se tenant derrière, au profil affûté comme une lame, qui hésite maintenant à lui lancer la citation toute prête du grand livre ouvert sous lui, qui lui avait paru un instant accablante et capable de clore le débat. Un spectateur très savant dirait devant ce tableau « Voyez comme Véronèse joue avec les références et comme il a concentré dans son Christ les deux gestes vers le ciel et vers la terre, l'horizontale et la verticale et l'horizontale plutôt, que font Platon et Aristote dans la célèbre fresque de Raphaël au Vatican, symbolisant l'union de la science d'en haut et de celle d'ici. » On lui donnera pas tort. Un spectateur attentif à l'insolite pointerait assurément les deux visages qui nous regardent et nous demande à nous aussi quelle est notre réaction, et on trouverait fort amusant celui qui passe par entre les jambes de Jésus. Un troisième éminent docteur ajouterait que le doux visage imberbe qui s'offre à nous, là, sous le turban vert, est le type même des autoportraits, que les peintres aiment à glisser dans les compositions chorales de ce genre et que la jeunesse de cette bouille, presque encore adolescente, prouve que la date, astucieusement indiquée sur la tranche d'un gros livre à l'avant-plan, là, 1548, il faut déchiffrer, en chiffre romain, est bien celle de la création du tableau. Date tellement contestée par les historiens de l'art par ailleurs, puisqu'il n'est pas possible, selon eux, qu'un peintre de 20 ans seulement, autant dire un enfant, ait montré une telle maîtrise de l'art et une telle sagesse. Quant à moi, le détail qui m'intéresse, et qui m'avait frappé à l'époque où j'ai vu le tableau pour la première fois, j'habitais à Madrid, j'allais au Prado très souvent, muni d'un abonnement qui coupait les fils, c'était l'époque où j'écrivais mon premier roman et j'étais particulièrement sensible aux questions et techniques narratives. C'est l'irruption des parents au fond. Et l'on pourrait presque croire que dans la composition, la tête entre les jambes est là pour attirer notre attention, conduire notre œil vers ce qui se passe à l'arrière, à savoir Marie et Joseph,
en tout petit, qui ont fait leur entrée. Nous les avons vus, Jésus pas encore. Et c'est là le point commun avec le Rubens d'Anvers. Le discours de Jésus va être interrompu, là, dans une minute. On va entendre le cri de la mère, qui retrouve son enfant, oublié, Kevin. Voici que le tableau est transformé en un instant qui s'annonce. Le tableau représente le futur planant déjà sur la scène présente. On sait que le cri va retentir et que la tête de l'enfant va se tourner brusquement vers sa mère. Je me demande même si les deux grands personnages qui nous tournent le dos à l'avant-plan et qui sont donc par rapport à l'action dans la même position que nous, spectateurs, je me demande donc si ces deux personnages n'ont pas eu déjà l'attention attirée par l'irruption du groupe au fond. Ils ont déjà arrêté d'écouter Jésus. Ils sont dans l'expectative. Expectative, car quelque chose arrive, va se produire. À la dynamique circulaire du colloque à l'avant-plan vient s'ajouter une dramatique qui vient du fond. Cette composition, si parfaitement équilibrée et stable, verticale des colonnades, horizontale sereine des entablements et des corniches, est le théâtre d'un événement qui arrive. Ainsi le temps, est-il devenu un personnage du tableau. Le temps invisible, le temps irreprésentable, il est là. Le temps, sujet final de toutes les œuvres d'art peut-être, fait son entrée dans la peinture. Et pour le cas où la chose ne serait pas évidente, Véronèse pose là comme un indice, comme une clé, ce sablier. Réaliste sans doute, puisqu'il mesurait probablement le temps de parole, mais plus encore symbole. Chronographie. Plus loin dans le même musée du Prado, et du même Véronèse, un peu moins jeune tout de même, il y a ceci, cette autre fête de la couleur. Un bon 2 mètres de large, Vénus et Adonis. Retour à la mythologie donc. Rouvrons notre Ovide. Métamorphose, livre 10. Bon. Vénus est là avec Eros. Eros a son carquois au blond. Chez Rubens, il en avait un aussi, le carquois. Bien. Ici, le problème n'est pas que Vénus aurait froid, mais au contraire. Ovide nous raconte qu'accidentellement, quelques jours auparavant, en se penchant, elle s'est piquée à l'une des flèches de Cupidon, que la blessure au sein était grave, et que la déesse est conséquemment tombée amoureuse, éperdument. Pour comble, amoureuse immortelle, de celui-là, là, en symphonie d'orange, qui se repose dans le divin giron, et qu'elle évente gentiment. Il s'appelle Adonis. Sa beauté est restée légendaire, il était passionné de chasse, on voit d'ailleurs les attributs du chasseur, les chiens, et à la ceinture ce corps qui peut nous rappeler la corne du satyre de Rubens et sa symbolique. Beauté textile au passage, la soie de la tunique d'Adonis, le foulard vert, semblable au talit vu sur le tableau précédent, l'imprimé mauve et or sur les cuisses divines, la bandoulière vert véronèse barrant le corps de Cupidon, et le collier orange du chien qui rêve comme son maître. Le récit d'Ovide que Véronèse illustre à sa manière est le suivant. Vénus, amoureuse, craignant pour son amant, lui recommande, le supplie même de ne chasser désormais que des animaux inoffensifs, renards, canards, faisans, et d'éviter à tout prix les bêtes féroces, comme les fauves ou les sangliers. Mais Ovide dit aussi que ces discours de prudence sont contre-productifs et qu'ils excitent plutôt qu'ils ne tempèrent les élans téméraires des jeunes gens. Or, tout à l'heure, c'est le futur du tableau, quand la sieste sera terminée, Adonis s'en ira par les bois, et, débusquant un sanglier formidable, il le prendra en chasse, le blessera, la bête se retournera, le chargera, le déchirera, le tuera. Et la déesse perdra son amant et versera des larmes que les mortels ne peuvent même pas imaginer. Or, quel est le moment choisi par le peintre dans cette histoire? On est avant le drame, juste avant. Adonis se repose, tout est calme.
On voit très bien la forêt derrière, domaine de chasse, tout en vert profond, bouteilles, pistaches, malachite, nénuphar. Nul présage dans le ciel, qui est d'une sérénité céruléenne, pas de vent, tout est repos. Alors pourquoi cette inquiétude sur le visage de la déesse? Pourquoi cette tête tournée? Que se passe-t-il? Pourquoi Cupidon contient-il le chien comme un petit lutteur? Oui, bien sûr, il rappelle un Cupidon célèbre de l'Antiquité, souvent copié, qu'on voit au Louvre notamment, et qui montre un petit enfant maîtrisant une oie au cou flexible. Véronèse est fidèle à sa coutume de la citation. Mais que vient-il de se passer que Vénus, Cupidon et le chien alerte ont senti, et que les deux rêveurs, Adonis et le chien couché, n'ont pas encore aperçu? Voici du Véronèse pur. Il a choisi le moment extrêmement précis où le chien de gauche a aboyé. Dans moins d'un quart de seconde, Adonis ouvrira la paupière. On est dans l'infime fraction de seconde entre l'aboiement et le réveil réflexe. Divin, Vénus et Cupidon ont déjà réagi, Vénus comprenant et Cupidon intimant au chien l'ordre de se taire, comme si c'était possible, comme si l'avenir déjà écrit pouvait ne pas arriver. Déesse, Vénus voit tout, sait d'avance. Le chien a aboyé parce qu'il a flairé quelque chose. Nous qui avons lu Ovide, nous sommes aussi informés que Vénus, et nous savons quelle est la bête que le chien a flairé, le fatal sanglier. Et nous savons aussi bien que Vénus, ce qu'il en adviendra pour Adonis. Il va se réveiller, comprendra l'appel du chien, se réjouira de la bonne chasse qui s'annonce, ramassera son arc, s'éloignera vers le bois, irrésistiblement attiré. Et nous comprenons l'angoisse qui commence à déformer les traits de la déesse. Nous comprenons qu'il est trop tard. Et le sujet profond du tableau vient de nous apparaître. C'est ça, c'est le trop tard. C'est le temps, une fois de plus. Et le temps tragique, le temps du trop tard. La mort toujours déjà là. La représentation de cette fatalité énorme par le moyen du quasiment imperceptible, l'indice infinitésimal, l'aboiement pictural, c'est-à-dire muet, du chien, c'est la pointe aiguë de Véronèse, raconteur d'histoire. C'est trop tard, la mécanique est enclenchée, toute cette paix, ce temps du repos, le châtiment déjà plane, la mort est écrite. Tragédie, fatalité. Véronèse n'est pas baroque, non, mais par le traitement dramatique de la temporalité, c'est Shakespeare déjà là. Pour terminer, un tableau synégétique encore, ou plutôt deux, car il en existe deux versions. Tableau de Jordaens, Jacques Jordaens, qui était un disciple de Rubens à Anvers. L'une des versions est ici, à Madrid, au Prado, et l'autre est là-bas, au musée d'Anvers, où nous avons commencé. Tout est bien, c'est là que j'ai garé ma voiture. Jordaens, disciple de Rubens. Première moitié du XVIIe siècle, en Belgique. Belgique ou pas, c'est toujours Ovide et la Rome ancienne qui donnent le ton. Regardons d'abord la version de Madrid. Quelle histoire! Amour, chasse, tragédie, des chiens, un sanglier énorme. 2 mètres d'huile sur toile, une foultitude de personnages, dans un mouvement diablé, énergie baroque dès la surface pour le coup. Mais en profondeur, c'est toujours la question du temps qui m'intéresse et que je cherche. Or la voilà. D'abord, en 2 mots, l'histoire. Ovide, Métamorphose. Un sanglier meurtrier ravage et désole le royaume de Calydon en Grèce. Le prince local, Méléagre, ici torse nu et aux cheveux soyeux, a organisé une chasse et convoqué tout ce que la Grèce compte de héros pour débarrasser son royaume de cette terrible bête. Toute l'aristocratie, un peu comme dans les chasses nobles aujourd'hui, est rassemblée. Méléagre a invité également une outsider, Atalante, venant d'Arcadie, jeune femme qui est la première des chasseresses et que les hommes auraient plutôt tendance à jalouser. La chasse commence, les rabatteurs affolent la bête qui sort de son repère. Elle surgit, tout le monde la vise, mais une seule la touche, et c'est Atalante bien sûr.
Elle a touché le sanglier de sa flèche certaine, mais la bête n'est que blessée, pas morte. Et c'est le prince Méléagre qui l'attaque ensuite et la tue. Comme aujourd'hui encore, le trophée de l'animal abattu est accordé au premier qui l'a atteint, même si quelqu'un d'autre l'a tué en fin de compte. Il est donc légitime que le galant et à vrai dire amoureux Méléagre offre la hure énorme à la belle Atalante. Décision toutefois que les hommes, là, qui sont les oncles de Méléagre, les frères donc de la reine, vieux et envieux, contestent. Hors de question, disent-ils, qu'une femme reçoive les honneurs de la victoire. Et défiant le jeune prince, ils reprennent à Atalante la hure convoitée. Bon, même les chiens n'ont pas l'air d'accord. Que se passe-t-il alors? La colère prend possession de Méléagre. Atalante, que j'ai toujours bien aimée parce que dans cette version de Madrid, elle ressemble un peu à des photos de ma grand-mère quand elle était jeune, incite le prince au calme et pose sa main là pour le retenir. Manifestement, elle renonce volontiers à l'honneur de la hure. Ce sanglier a été cause déjà d'assez de malheur. Maintenant qu'il est vaincu, arrêtons-nous. Mais la jeunesse est téméraire et Ovide nous raconte comme le prince somme ses oncles de rendre le trophée à Atalante, comme il les menace, et, parce qu'il se rit de lui, comme il tire l'épée et les tue tous les trois. Consternation, c'étaient les frères de la reine, sa mère. La maman, aveuglée de fureur, doit venger ses frères, on est en Grèce, et fait mettre son fils à mort. Il n'y a plus ordre ni héritier à Calydon, le royaume s'enfonce dans un chaos dont il ne se relèvera jamais. Or, que peint Jordanes? Quel moment de l'histoire choisit-il? Celui que Véronèse et Rubens auraient choisi aussi. Celui qui transforme le tableau en un instant qui contient invisiblement tout l'avenir, comme l'éclair contient le tonnerre et ses roulements sans fin. La main sur la poignée. Le moment où rien encore ne s'est passé, mais où c'est déjà trop tard. Dans cette main-là, il y a déjà la mort des trois vieillards, la furie de la reine-mère et la ruine de tout le royaume. La fin d'un monde. Dans l'autre version de ce tableau, ultérieure, celle qui nous permet de rentrer à Anvers, bien des choses ont changé. Méléagre est droite et non plus gauche cadre. Atalante se montre de face et non plus de profil. Ses cheveux ont foncé, elle ressemble un peu moins à ma grand-mère et un peu plus à une de mes cousines. On reste en Flandre, tout va bien. Le point de contact entre Atalante et Méléagre n'est plus la main sur la main, mais l'épaule contre l'épaule, passant de la douceur à la force. Les deux personnages ont perdu quelque chose d'aristocratique et gagné quelque chose de plébéien, comme Jordanes les aimait, et l'on sent qu'il a pris ses distances avec Rubens. Il a quitté l'atelier du maître. La hure est encore aux mains d'Atalante, et Atalante n'a plus cette expression conciliante qu'elle avait dans la version précédente. Elle a l'air de vouloir la garder cette fois, la hure. Le carquois est mieux disposé désormais pour symboliser discrètement la flèche d'amour qui existe entre les deux personnages. Dans la version de Madrid, le carquois abandonné derrière Atalante ne servait pas à grand-chose. Le sanglier, qui est tout à fait central dans cette version d'Anvers, a beaucoup gagné en importance, et son œil, toujours aussi magnifiquement peint, semble dire, cruel narquois, et voilà, même mort, je continue de causer la perte du royaume de Calydon. Ainsi beaucoup a varié, sauf l'essentiel. Preuve que ce qui nous intéresse dans le tableau devait aussi les intéresser eux, Jordanes, Rubens et Véronèse. Ce tout petit détail de composition, la main sur la poignée, éclair avant le coup de tonnerre, détail où se concentre tout l'avenir de l'histoire et qui déploie en quelque sorte l'image fixe du tableau comme un film jusqu'aux ultimes conséquences. Là, le temps ramassé comme une grenade, dégoupillé, trop tard, c'est en marche.